Bonjour Grishka, bonjour Igor, comment ça va? Oui, bonjour. Ça va doublement bien. Oh, vous avez l'air en forme! Ah ben, grande forme, grâce à toi. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution. C'est un nouveau livre signé Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis. Quel est votre rôle par rapport à cet ouvrage? Nous connaissons Michel-Yves Bolloré depuis longtemps, la famille aussi. Donc, tout naturellement, un jour, depuis Londres, il nous a appelés en disant « Vous avez fait de gros succès avec Dieu et la science, avec le visage de Dieu, des ouvrages qui questionnent le mystère suprême par les voies de la raison. » Et il nous a demandé si nous étions d'accord pour apporter des conseils et pourquoi pas un petit peu d'écriture dans cet ouvrage. C'est ce que nous avons fait, en particulier dans un chapitre qui s'appelle « Le roman noir du Big Bang ». Il s'agit de cette histoire étonnante où, entre 1920-22 et jusqu'en 1945 pratiquement, des grands savants ont été persécutés par les deux grands régimes totalitaires, c'est-à-dire essentiellement le régime soviétique et l'autre le régime nazi, parce qu'ils ont démontré que l'univers n'est pas éternel, qu'il y a donc un moment créateur, en tout cas une création. Ça s'appelle le Big Bang. Ces savants qui croyaient donc et qui ont démontré l'origine de l'univers, eh bien, ils ont été éliminés. Friedman lui-même va être entre guillemets victime d'un accident, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, oui, comme par hasard, il fait une ascension en ballon pour observer le ciel à haute altitude. Seulement, le ballon monte beaucoup trop haut. Pourquoi? Parce qu'il a été surgonflé. Et son élève, Gamov, qui lui a fui l'Union soviétique pour justement, il a été condamné à mort lui aussi, mais il a eu la bonne idée de s'en aller. Il est aux États-Unis, il dit voilà, notre maître a été assassiné. Comme malheureusement Bronstein, qui est un autre élève de Friedman, qui lui a été fusillé, comme Landau. Bref, enfin, ils ont tous été persécutés. Et ça, c'est ce que nous avons tués pour leurs idées, quoi, en fait. Tués pour leurs idées, oui, exactement. Ouais, tués pour leurs idées. Ce livre, il a pour vocation de répondre à une question existentielle qu'on s'est tous posée, évidemment. Est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu? Tout est dans le titre. Dieu, la science, l'épreuve. Il y a donc un Dieu créateur. Eh bien, on a des indices. Je ne dis pas qu'on a des preuves complètes, mais on a des arguments. Et des arguments. Jusqu'à présent, on pensait que l'univers n'avait pas de début, qu'il était éternel. Et on s'est rendu compte, en 1929, que les galaxies s'enfuyaient les unes par rapport aux autres. Donc, qu'il y avait une expansion. Puis ensuite, en 1964, on entend l'écho du Big Bang grâce à une antenne astronomique qui se trouve dans le New Jersey. Eh bien, ça, c'est la signature de ce que l'on appelle aujourd'hui l'origine explosive de l'univers. Mais quel rapport avec Dieu, alors? La question, c'est comment se fait-il qu'il y a 14 milliards d'années, on le sait, l'univers n'existait pas, il n'y avait rien, tout simplement rien. Et puis brusquement, il y a 13 milliards 820 milliards d'années, toute petite étincelle, hein, ça part de quelque chose qui est beaucoup plus petit qu'un atome. C'est très petit. Et pourtant, ça explose. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... Ben voilà, alors la grande question. Je suis désolée, je fais des raccourcis parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, mais voilà, j'ai bon quand je dis ça, non? Ah, c'est tout à fait, oui, ça plairait aux auteurs d'ailleurs. Voilà. Oui, d'ailleurs, à propos des auteurs, ce qui est important, je crois, de souligner, c'est que ce sont deux scientifiques, deux esprits rationnels. Michel-Yves Bolloré, il est ingénieur et docteur en économie, et puis Olivier Bonassis, lui, il est polytechnicien. Donc ce sont deux esprits scientifiques qui se sont donnés, voilà, en tout cas, la position qui leur permet aujourd'hui d'interroger ce mystère suprême est une position de scientifiques. Est-ce que ce Dieu, à l'origine du monde dans lequel nous vivons, est encore présent en 2021? Est-ce que prier Dieu, ça sert à quelque chose aujourd'hui? Où il a été là il y a plusieurs milliards d'années, ça a été le détonateur, on va dire, de tout ça, de tout ce qui se passe, et il n'existe plus finalement. C'est con ou pas, ma question? C'est justement, non. Justement, c'est une très bonne façon de relancer le débat autrement. Mais il est vrai que c'est une relation individuelle que chacun a à ce mystère suprême. Certains, évidemment, éprouvent le besoin de dialoguer avec lui, c'est ce qu'on appelle la prière, d'autres moins, ou d'autres pas du tout. Il y a forcément une cause à l'origine de cette unité. Mais vous ne me répondez pas. Est-ce que prier Dieu aujourd'hui, ça sert à quelque chose? Est-ce que Dieu est présent aujourd'hui en 2021? Si, il a répondu quand il dit que cette relation à Dieu est individuelle. Elle est individuelle, donc là, on y croit. Là, c'est plus une croyance personnelle. C'est une question de croyance. Voilà. Mais encore une fois, cette croyance
est vraiment une affaire personnelle. C'est pas une affaire collective. Elle devient collective à travers, par exemple, la ritualisation religieuse. Mais le livre publié par Michel-Yves Bolloré et par Bonassis n'est pas du tout fondé sur la religion. On ne parle pas de religion. Sur la science. C'est vraiment basé sur la science. Et donc, il n'apporte pas de réponse. C'est une bonne façon de dire. C'est finalement, la prière est individuelle et la preuve scientifique est collective. Qu'est-ce qui me prouve que Dieu a créé le monde? Quelles traces il a laissées? Des traces qui sont absolument frappantes. Je donne un exemple. Nous sommes éclairés dans ce beau studio, bien sûr, par votre présence éclairante. Bien sûr. Il n'y a aucun doute. D'ailleurs, c'est ce qui recouvre tout. C'est clair, rayonnante. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a quand même de la lumière en plus. Et cette lumière, elle est gouvernée par une constante. C'est une ribambelle de décimales derrière la virgule. Là, en 1965, le prix Nobel, probablement le plus grand vulgarisateur de la physique, qui s'appelle Richard Feynman, américain, dit ceci à propos de la structure fine, enfin de cette constante. Il dit « Ce nombre qui semble issu de nulle part, dont on ne sait pas d'où il vient, dont on ne sait pas pourquoi il a la valeur qu'il a, et qui semble écrit de la main de Dieu. » Il dit ça comme ça. Pour lui, c'était tellement frappant, cette suite de nombres qui s'en vont, et si on remplace un 5 par un 4 au 10e rang, c'est non seulement la lumière se détraque, mais le monde entier se détraque. L'univers n'existe plus. Donc, c'est réglé. Et ce réglage, c'est tout de même quelque chose qui va de l'ordre de la preuve, en tout cas d'indices très forts. Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, c'est un livre passionnant qui nous permet librement de croire ou de ne pas croire. En tout cas, les preuves, les arguments sont là et étonnamment, c'est la science qui nous guide sur ce chemin spirituel vers un Dieu créateur. Igor et Grishka Bogdanov sont nos invités dans le rétro sur France Bleu. France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro. Allez, on enclenche la télétransportation, c'est parti. Nous sommes en 1949, le 29 août, dans le Gers. Vous naissez à Saint-Lary. Igor, vous précédez votre jumeau Grishka de 40 minutes. Votre père Yuri est un artiste russe. Il est peintre. Votre mère Maya est comtesse. Vous qui posez des milliers de questions, vous vous êtes forcément demandé ce qu'on était avant de naître. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien avant notre naissance? En fait... Pour répondre de manière sensée et en même temps et spéculative, oui, mais spéculative quand même. D'accord, ouais, ok. Scientifique un peu, spéculative beaucoup. Ouais. À cette question, il faut revenir à la manière dont on considère le temps. La naissance d'un individu est telle date. Bon, il y a un avant et il y a un après. Là se pose la question de la conception du temps. Le temps, tel qu'il est conçu par les physiciens aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le temps réel. Alors, c'est quoi le temps réel? C'est le temps que vous mesurez sur votre magnifique montre bracelet. C'est un cône. Oui, c'est mesuré par des nombres réels. D'accord. Bravo, mais incroyable. Oui. J'entends tout d'un coup parler du cône. Oui, c'est vraiment génial. Là, c'est mais le oui, ça cône, fait comme un cône. On est dans le cône. Nous, on est dans le cône, on est à donc l'intérieur. dans le temps réel. On est dans le temps réel. Et à l'extérieur du cône, il y a l'ailleurs. Ce qu'appelait l'ailleurs d'Einstein. Exactement. Voilà. Et donc, hors du cône, on est dans un temps qui n'existe plus. C'est ça, en fait. On est dans un temps imaginaire. Temps imaginaire. Mais quand on dit imaginaire, c'est pas un temps d'imagination, c'est un temps qui est mesuré par des nombres imaginaires. Alors, Déborah, puisqu'on est entre nous, c'est-à-dire entre esprits scientifiques... Bien évidemment. Et vous avez bien vu le cône et tout ça. Là, je suis impressionné. Franchement, c'est la première fois. Je suis pas si conne que ça. Non, brillant, mais bien brillant. Vu, J'applaudis, brillant. bien vu. C'est chaud. En fait, un nombre imaginaire, c'est un nombre, à la différence des nombres réels dont le carré est toujours positif, 2 fois 2, ça fait toujours 2 au carré, ça fait 4. Un nombre imaginaire, son carré est toujours négatif. Et quand vous prenez ces nombres dont le carré est négatif pour mesurer le temps, vous atteignez ce qu'on appelle le temps imaginaire. Eh bien, avant la naissance... On est dans le temps imaginaire. On n'est pas encore dans le cône de lumière, dont vous avez parlé, très justement, et j'admire, mais on est dans le temps imaginaire, exactement. Le temps réel, c'est quoi? C'est l'énergie. C'est l'énergie. Quand vous prenez par exemple une pendule, elle fonctionne grâce à l'énergie de gravitation. C'est-à-dire qu'en fait, qui permet donc le poids descend et ça fait tourner les aiguilles. Bon, maintenant, comme on vient de dire quelque chose d'important, c'est le temps, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que le temps imaginaire? À quoi est-ce qu'il correspond? Eh bien, d'un point de vue mathématique, il correspond à
non pas de l'énergie, mais à de l'information. Qu'est-ce qui se passe avant la naissance? Eh bien, c'est une information. On est dans l'information. Et d'ailleurs, après, lorsqu'on disparaît, on retourne dans à ce l'état temps imaginaire. d'information, dans le temps imaginaire, donc on est dans l'information. Donc Voilà. en fait, en gros, si je résume, on a le cône avec le temps réel. Réel. Oui. À l'extérieur de ce cône, on a le temps imaginaire Voilà. dans lequel il y a des informations et non l'énergie qu'on retrouve dans le cône de la réalité, du Exactement. temps réel. Réel. Donc tout ce qui est avant la naissance se situe Dans l'ailleurs. l'ailleurs. Non, il y a- Et ce qui se passe après, donc l'au-delà, si on veut croire à une vie après la Voilà. mort, ce serait aussi dans ce temps Dans imaginaire. ce temps Dans ce temps imaginaire. imaginaire qu'on appelle l'ailleurs. Et Bravo. d'ailleurs, Ouh. ce mot ailleurs, il est scientifique puisque c'est Einstein lui-même Lui-même. qui a désigné cette région à l'extérieur du cône de lumière sous le titre Ailleurs. Alors d'ailleurs, Non, on va revenir à la réalité maintenant. Là, on n'est D'accord. pas dans l'ailleurs, là, on Non, est on est bien dans- dans la on est dans- réalité. on est dans Donc, la il faut y Et réalité. aller. pourquoi pas faire notre émission dans le temps imaginaire après tout? J'aimerais beaucoup. Puis il y aurait peut-être des fantômes autour de nous. Voilà. Ça pourrait être pas mal. Oui. On va se télétransporter à nouveau. C'est parti. On va ouvrir cette porte. On est dans le château de votre grand-mère Isten. C'est elle qui vous a élevé, pas vos parents. Et puis, vous n'allez à l'école qu'à partir de 9 ans. Avant cet âge, ce sont des préceptrices qui viennent vous donner des cours à domicile. Qu'est-ce que l'école vous a apporté ensuite? Essentiellement, la camaraderie, c'est-à-dire les liens avec les autres. On était assez retirés Ouais. sur cette tour, celle du château de Gascogne. C'était une forteresse et donc on était assez isolés Ouais. ensemble. Je dis pas que ça fait rire parce que Pourquoi vous quand j'y rigolez? pense, mais non, mais c'est drôle de penser à ces deux jumeaux qui sont là et qui sont derrière des pierres. C'est un peu ça. Quand Comme même. C'était un peu cloîtré, ça. quoi. Après quoi, quand on entre dans le bain social, si on peut dire, on découvre les autres, on découvre le lien qui est à la fois ludique, c'est-à-dire qu'on rit beaucoup avec eux, on fait des blagues, etc. Enfin, on entre vraiment Ouais. dans autre chose. Parce que jusqu'alors, nous étions plutôt préoccupés par la façon de parfaire nos connaissances. Je vous donne un exemple. Avant 9 ans, c'est vachement précoce Avant 9 ans, quand non, même. mais hein. avant 9 ans, par exemple, Ouais. moi à 8 ans, j'ai appris les 100 premières décimales du nombre pi. Bah, moi aussi, C'était- hein. Bah, vous aussi, bah oui, justement. mais tout le monde Voilà, le fait, ça. tout le monde Ah fait oui. ça. d'ailleurs. Tu vois. Franchement. Mais moi, ça m'a je les étonné connais quand par j'ai vu que cœur. tous mes camarades savaient ça. Bah oui. Mais vous les connaissez en plus, vraiment. hein. Oui, je les connais vraiment. Ouais. On peut les dire. Alors, c'est 3, 14, 15, 92, 65, 35. Vous pouvez vérifier, c'est vrai. Ah ben non, mais je connais, donc... Est-ce que vous savez combien de temps, Déborah, Hmm combien de temps il faudrait, puisqu'il y a 1 milliard de décimales, au moins dans pi, hein. Oui, donc bah, on tout peut à aller fait. beaucoup plus loin, parce qu'il y en a une infinité. Hmm. Combien de temps est-ce qu'on resterait ensemble dans ce studio si j'égrène à, disons, à peu près un chiffre par seconde, 1 milliard de décimales de pi? Oui, je sais, mais je voudrais pas le dire parce que ça va vous foutre des complexes en fait. Donc je ne veux Non, pas. il faut- Mais allez-y, au non, contraire, mais parce que faites-vous plaisir. Déjà, tout à l'heure, on en a pris un coup avec le cône de lumière. Avec donc le vous pouvez cône y de aller. lumière. En fait, cette émission part totalement en vrille. Je vais expliquer à nos auditeurs et nos auditrices. Je prépare cette émission, j'écris un scénario, j'invente comme ça, voilà, des scénettes et bah, on va pas pouvoir suivre le cours de l'histoire, Non, mais on peut c'est pas. pas grave parce que c'est super intéressant ce que vous dites. Alors, dites-moi quand même la réponse très La rapidement. réponse, ben, normalement, c'est 10 puissance 32 secondes, ce qui correspond... non, c'est pas tout à fait Non, ça. c'est en pas fait. tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. c'est Non, trop, non, ça, non. c'est trop. Non, non. Là, c'est parce que l'univers tout entier, c'est 10 puissance 17 secondes. J'allais vous corriger. Donc, non. Non, en fait, c'est 32 ans, mais en réalité, comme il y a quand même un intervalle assez grand quand on égrène des nombres qui sont très grands, on resterait ensemble dans ce studio 80 ans. pendant 80 ans. Oh putain. C'est bien. hein. Ah ouais, c'est long. Hein. 80 ans, Je suis oui. désolée de vous dire que là, on n'a pas 80 ans, il nous reste encore une petite demi-heure à C'est peu dommage. près. Ah, mais c'est Bah oui. dommage. On commençait à s'habituer. Je voulais parler de vous, Igor. Vous êtes papa de 6 enfants. Oui. Âgé de 6 à 45 ans, ça fait une sacrée différence d'âge entre votre premier et votre dernier enfant. Finalement, Dimitri, le plus âgé, aurait pu être le père de Constantin, votre petit dernier. Comment on gère? Comment Ben, en fait, oui, C'est ouf. c'est une question posée d'une manière assez claire que nous nous posons
Grishka et moi tout le temps, c'est notre rapport au temps. Et je crois qu'il y a une partie de nous qui vit dans le temps imaginaire. Enfin, j'ai l'impression de ça. Parce que c'est vrai, Constantin, il a 7 ans. C'est fou la Dimitri, différence. voilà, donc du coup, c'est un grand écart. Je rejoins en cela quelqu'un qui a beaucoup compté dans notre trajectoire intellectuelle, qui s'appelle Roland Barthes. Barthes nous disait toujours, moi j'ai l'impression de vivre dans un immense et perpétuel présent. C'est ce qu'il disait. Et c'est un peu notre sentiment. Et c'est vachement bien alors du coup de vivre Oui, dans le présent. oui. Tout le monde aimerait pouvoir profiter du temps présent finalement, du présent. Donc Oui, c'est mais plutôt il faut un que luxe. ce présent soit immense. Et il ne peut pas être ponctuel. Ah bah là, il est immense votre présent, parce qu'on a enchaîné là. 6 On a- enfants, Oui, 8 on a- à 45 ans, il est... Exactement. Ouais. Finalement, ils acceptent ce voyage dans le temps de façon Non, mais très, ils très vont douce. plus loin que ça, parce que mon neveu Venceslas, qui a 27. 27, il dit en fait l'autre jour, Igor papa, parce qu'il l'appelle comme ça, selon son prénom, ça dépend. Ouais. Et il dit, je viens de découvrir quelque chose de très important. Nous avons le même âge. Il m'a appelé il y a une semaine pour me dire ça. Il faut que je te dise un truc auquel j'ai pensé ce matin. Il me dit, toi et moi, on a le même âge. Je dis oui, mais c'est vrai. Donc en fait, c'est plutôt vrai. vous qui avez 27 ans que lui, Que lui, l'inverse. que lui. C'est exactement ça. C'est assez drôle parce que je crois qu'il est sincère quand il dit ça. Igor et Grishka, vous restez avec nous. On va continuer de remonter le cours de votre vie et on va revenir sur ce livre, Dieu, la science, l'épreuve sur France Bleu. Déborah Grunewald remonte le temps avec ses invités sur France Bleu. C'est dans le rétro. Alors Igor, Grishka, on évoquait l'école tout à l'heure. Vous avez eu votre bac à 14 ans, je crois. Vous étiez des enfants précoces. C'est quoi? C'est un fardeau? C'est un cadeau? Parce qu'on Non, dit c'est un souvent... vrai cadeau. On dit souvent qu'un enfant qui réussit est vu comme différent, qu'il attise la jalousie. Les autres élèves peuvent être méchants aussi, c'est ce qui se passe dans les cours d'école. Certains sont victimes même de harcèlement. Pour vous, ça a été un cadeau. Vous n'avez jamais eu... Non. C'est un On n'a vrai jamais cadeau. eu à en souffrir de ça. Ouais. Et au fond, peut-être qu'on a eu la chance de ne pas en souffrir parce qu'on était deux. La gémellité, c'est très étrange. C'est-à-dire que c'est difficile de dire ce que l'on ressent en tant que jumeau à quelqu'un qui est solitaire par construction. Et ça va assez loin. Ça va aussi loin que ce que l'on appelle aujourd'hui, d'une manière assez générale, l'autisme. Et je pense que Igor et moi, nous sommes de ce côté-là privilégiés, puisque nous sommes en fait TSA. Alors, c'est quoi TSA? Trouble du spectre autistique. Autistique. Voilà, et nous sommes tous les deux ça. Asperger, donc Ouais. ça, on a été diagnostiqué. Comme Mark Zuckerberg, comme Voilà, Woody Allen, exactement. comme Bill Gates, Oui, comme exactement, Newton, oui. comme Einstein. Voilà. Je pense que si on avait été solitaire, peut-être que cet aspergisme, si on peut dire, ne se serait pas manifesté, ou en tout cas différemment. Vous dites que quand vous avez été diagnostiqué, si on peut dire ça, ça vous a permis de mieux situer les caractéristiques de votre fonctionnement psychique. Ça veut dire quoi? On se pose la question de savoir aussi bien d'où vient l'univers et à quoi ressemble-t-il dans Comme sa tout le monde, globalité, c'est ce comme qu'on se tout le pose monde. aussi. Ouais. De la même manière, on se pose la question sur soi. Moi, dès que j'ai été diagnostiqué, j'ai compris qu'un certain nombre de choses qui ne s'emboîtaient pas complètement de manière naturelle dans la communauté, Ouais. eh bien, elles trouvaient une raison. Pourquoi est-ce que j'ai appris les 100 premières décimales de pi à 8 ans? En Pourquoi fait, vous vous êtes posé des questions sur votre personnalité, Bien sur sûr. votre intellect, Bien sûr. et vous n'aviez pas les réponses avant pas les d'être... réponses. Ouais, bah vous vous en doutiez, non? Non, je même m'en pas. doutais pas. Oui, non, mais en même temps pas. C'est-à-dire, c'était pas très clair. Le TSA vous rend différent, il vous retire de la communauté, mais d'une certaine façon, de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'on s'est jamais senti ostracisé ou autre. Oui, ça Bien dépend au qui. Hein. contraire, bien Ça au dépend contraire. qui, quand Ça même. dépend qui, oui. Ouais, ça dépend qui. Télétransportation, on y retourne. Nous sommes dans les années 60. On va rentrer dans cette chambre. Vous êtes en train de dormir tous les deux. Sur cette table de nuit, il y a un livre de Mary Shelley, c'est Frankenstein. On le rappelle, c'est l'histoire d'un scientifique qui rêve de créer un être humain à partir de morceaux de cadavres et de chair humaine. Vous dites que toute expérience est bonne à vivre. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous lisez ce livre pour la première fois ou quand vous voyez le film? Je vous pose cette question parce qu'en ce moment, je suis en train de me refaire tous les Frankenstein, tous les films. Et vous recevant, je suis désolée, ça m'a fait penser à vous. Oui, je comprends. Alors, d'abord, il faut... Est-ce que vous vous dites que c'est génial ou que ça va trop loin, ce genre d'histoire? Non, pour nous, c'est génial. C'est génial parce que... Putain, c'est flippant quand même aussi. On revient quand même en 1817. On se posait déjà à cette époque-là, parce que la science avait avancé, des questions sur le règne du vivant. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer
de toutes Un être pièces, humain. un être humain, à partir d'éléments, si on peut dire ça, ce serait des organes qu'on va prélever et puis auxquels on va redonner vie grâce à l'énergie de la foudre. Alors vous, en tant que scientifique, c'est des expériences que vous pourriez faire. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place de Frankenstein ? Est-ce qu'il n'y a pas des limites à un moment donné par rapport à des expériences qu'on peut faire ? Tout ne peut pas être expérimenté. Oui, mais enfin, la science, elle procède par expérience, justement. La science ouvre des portes nouvelles grâce à l'expérience qui lui a permis de le faire. Sinon, elle ne pourrait pas vérifier des hypothèses. Regardez déjà ce qui se passe aujourd'hui dans les laboratoires. Dans les laboratoires, on fait tous les jours des expériences, en particulier dans le vivant. Je pense en particulier à des expériences qui sont faites sur des êtres vivants dont on prolonge la vie de façon extraordinaire. Je pense en particulier à un chercheur qui est à Montpellier actuellement et qui a réussi à créer, il n'ose pas encore le dire, une souris immortelle. C'est-à-dire, en fait, il a transformé, si on peut dire, tout le capital génétique de cette souris pour lui permettre d'échapper aux usures et aux drames du vieillissement et du temps. Toutes les souris de la cohorte sont mortes, sauf celle-là. Ouais. C'est une expérience. C'est une expérience, mais il y a un côté aussi flippant, quoi. Ouais, non, un côté fascinant. Ouais, fascinant, c'est le mot Déborah, aussi. enfin... Non, mais c'est vrai, mais moi, quand je regarde Frankenstein, c'est à la fois curieux, c'est effectivement fascinant, et en même temps, ça fait peur, quoi. Ça fait peur, ça peut donner naissance à des dérives. Enfin, je veux dire, à un moment donné, où est-ce qu'on s'arrête, quoi ? Oui, c'est vrai. Oui, mais au fond, c'est toujours la même chose. La conscience doit, à un moment, intervenir dans la science. Alors, elle intervient à quel moment ? À quel moment on se fixe des limites ? Est-ce qu'il y a des barrières à pas franchir ? Il y a des savants maudits, comme il existe effectivement des poètes maudits. Mais les poètes maudits ont la grâce, alors que, hélas, les savants maudits ont la folie. Et cette folie, évidemment, ce rêve de puissance. Il existe une figure chez le scientifique qui est toujours la même, c'est « Je suis le maître du monde !» C'est ça. Oui. Et donc, tremblez devant moi, humain. Donc, c'est vraiment ça. Il faut faire attention à ça. Je pense qu'il y a un syndrome, malgré tout, de la toute-puissance chez les scientifiques qui doivent effectivement faire attention là où ils mettent, les pieds dans l'expérience. Mais alors, c'est quoi la limite, pour vous ? À titre personnel, quelles sont les limites à pas franchir ? Est-ce qu'il y en a ? La limite, c'est construire le bien, faire le bien, le partager. Et si on sent qu'il y a une ambiguïté et que ça peut déboucher sur quelque chose qui peut être néfaste ou qui peut être mal, alors on s'arrête. Sauf que chacun a sa définition du bien du mal aussi. Donc ça reste subjectif quand même. Lorsque le docteur Mengele, le fameux, lui, fait des expériences à Auschwitz, à Auschwitz sur des êtres humains pour, soi-disant, ou en tout cas peut-être qu'il était sincère, améliorer, entre guillemets, le fonctionnement du corps humain. On fait des expériences, mais là, il y a des limites. Ça, c'est une vraie limite qu'il ne faut pas franchir. Il l'a franchi. Bon, il a été puni pour ça, comme la plupart de ses mentors nazis. Et il y a un moment donné où, en effet, on ressent presque, Grishka l'a dit, le passage du savant, entre guillemets, honorable vers le savant fou. Dieu, la science, l'épreuve, c'est un ouvrage à découvrir en ce moment, un livre qui va peut-être donner un sens à la vie, à votre vie. Igor et Grishka Bogdanov, depuis des années, interrogent l'univers, Dieu et l'origine du monde. Ils animent aussi des conférences autour de ce livre de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald. Alors, vous avez grandi dans le Gers. À 23 ans, vous allez vous installer à Paris. Quelques années plus tard, on vous découvre à la télé. « 21 avril 1979, on vous découvre à la tête de votre émission Temps X, premier magazine de science-fiction à la télé sur TF1. Imaginons aussi que nous soyons secondés dans toutes nos tâches par des robots et que des cerveaux électroniques d'une incroyable puissance résolvent à notre place les problèmes les plus complexes. Imaginons enfin que nous ayons maîtrisé le problème du vieillissement et de la mort. Que nous ayons aussi développé en nous des super-pouvoirs qui feraient de nous ce qu'on appelle des surhommes. Tout cela, aujourd'hui, c'est encore de la science-fiction. Mais c'est aussi peut-être la réalité de demain. Les machines remplacent les hommes, l'intelligence artificielle est une réalité. J'imagine que pour vous, c'est jubilatoire. Est-ce que le progrès améliore systématiquement notre vie ? Oui, je le pense. Le progrès est ce qui permet de se débarrasser des pesanteurs parfois difficiles à supporter de la nature.
la nature peut être très serviable et merveilleuse, mais elle peut être aussi dangereuse. Et ce danger, eh bien, effectivement, il faut s'en protéger. C'est ce qui s'est passé au moment où les hommes ont découvert le feu, il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Grâce au feu, ils ont pu progresser, ils ont pu faire reculer les limites de cette nature très, très dangereuse et très invasive. Mais il y a des conséquences parfois dangereuses aussi, non ? Dans le progrès, ça peut être dangereux. Oui, les bien sûr. avancées, les progrès techniques, on devient esclave aussi de certaines technologies, on en devient dépendant. Si on en devient esclave, c'est qu'à un moment donné, ça peut devenir dangereux, non ? On sait tous en effet que le progrès technique peut engendrer des accidents. Bon, c'est Fukushima par exemple. On est confronté là tout à coup, malheureusement, un accident. Mais de manière générale, je pense que le progrès emporte plus de bien que ne crée du mal. On veut toujours progresser, on veut toujours en apprendre plus. Mais on ne veut pas progresser trop vite. À un moment donné, on a l'impression de plus suivre. C'est-à-dire, il y a une époque, les progrès, ils étaient réels, mais on avait le temps de s'adapter. Là, aujourd'hui, on a l'impression que tout va beaucoup plus vite et que nous, on ne suit pas forcément. On n'est pas forcément adapté à ces progrès-là. Oui, c'est vrai, parce que le progrès est aujourd'hui boosté, si on peut dire, par l'intelligence artificielle. Ouais. C'est elle qui est en train de prendre le relais des ingénieurs. En tout cas, l'intelligence artificielle accélère terriblement le progrès, et cette accélération peut être en effet une façon, malheureusement, de perdre. On perd de vue un peu. Il y a un décalage qui va Il y a un décalage et qui va malheureusement, pour certains, devenir grandissant. Bon, maintenant, il faut faire cet effort d'adaptation, il faut comprendre le monde dans lequel on vit, et ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison d'observer qu'aujourd'hui, il faut être très attentif au progrès technique, parce que ce progrès technique, on prend le risque, en raison même de son accélération, d'en être totalement exclu. Je rappelle ce que disait le grand économiste et sociologue, et Raymond Aron était tout ça en même temps. Raymond Aron a dit quelque chose de très juste, il dit « Le progrès, c'est 90% de mieux et 10% de moins bien ». Télétransportation, on y retourne. « 1991, nous sommes à l'Université de Bordeaux pour votre doctorat. Vous préparez chacun votre thèse. Il vous faudra 8 ans pour devenir docteur en mathématiques. Grishka, 12 ans pour vous, Igor. Vous devenez docteur en physique théorique. Il paraît que vos thèses de doctorat vous ont ruiné. Pourquoi ? Non, ruiné, enrichi, je dirais d'abord intellectuellement. Ah, j'ai vu ruiner, moi, mais ça, après, c'est la presse qui fait les gros titres. Enrichi scientifiquement, intellectuellement. Voilà, c'est ça. Et sur le plan matériel, oui, parce qu'il a fallu... on n'avait pas de bourse, on n'était pas assisté par quoi que ce soit, on n'avait pas de lien avec des laboratoires précis. Donc, en effet, il a fallu, un peu comme Bernard Palissy, qui a brûlé ses meubles pour pouvoir fabriquer de la faïence, c'était pareil pour nous. On était quand même... uniquement dépendant de nous-mêmes. Vous étiez à la dèche ? Ruiné, c'était beaucoup dire, mais en tout cas, oui, ça nous a mis sur vraiment la compréhension de ce que veut dire un effort. Ouais. Un vrai effort sur le plan matériel. Bienvenue, vous nous rejoignez sur France Bleu, ça fait super plaisir. Bon, alors évidemment, maintenant que vous êtes là, vous restez. Surtout qu'on est avec les Bogdanov et qu'on discute de choses passionnantes. La vie, Dieu, la mort, l'au-delà, on va en parler. On voyage dans l'espace-temps aussi, c'est dans le rétro. France Bleu, dans le rétro. Allez, destination 2013. Nous sommes à la bibliothèque. Sur ce rayon, il y a plusieurs livres, les vôtres. Avant le Big Bang, le visage de Dieu, la pensée de Dieu, le code secret de l'univers. Il y a aussi ce livre, La fin du hasard. Est-ce que finalement, rien n'arrive par hasard ? Est-ce que tout est écrit d'avance ? Quand on dit que tout est écrit, donc quand on dit cette phrase, habituellement, dire tout est écrit. Tout est écrit, ouais. En fait, ce n'est pas que tout est écrit, mais c'est la liberté de faire les choses qui est écrite. Alors ça paraît un tout petit peu subtil, mais je crois que c'est assez vrai. La liberté de faire des choses, parce que nous sommes libres. Oui, mais sauf que si c'est la liberté de faire des choses, ça veut dire qu'on n'est pas conditionné par le hasard. On n'est pas conditionné par le hasard. La liberté, c'est vraiment... Donc ce ne serait pas écrit alors. Non, mais justement, c'est pour ça. La liberté de faire des choses, c'est écrit. Je donne un exemple. On prend un exemple. Imaginez que vous jouiez à un jeu vidéo et que vous êtes un skieur. Vous êtes un skieur et vous descendez la pente avec des portes à franchir, à droite, à gauche, au milieu. Eh bien, vous avez le choix.
vous pouvez aller à droite, à gauche, vous êtes libre. Le joueur va où il veut, jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Il gagne ou il perd, mais en tout cas, voilà, il a accompli sa trajectoire. Cependant, cette liberté qu'il a de jouer et de passer à droite ou à gauche, de choisir, elle est totalement programmée. Elle est programmée, elle est dans la machine. Donc, il peut faire un certain nombre de choses, mais il ne pourra jamais sortir de l'écran. Donc, ça veut dire qu'on croit qu'on a un libre arbitre, mais finalement, on ne l'a pas vraiment, ce libre arbitre. Ça veut dire qu'il est quand même écrit. C'est subtil. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la liberté de choisir qui on est, ce qu'on fait, etc., et en même temps, l'insertion de cette liberté dans quelque chose de plus vaste qu'on ne connaît pas. Donc, nous ne pouvons pas décider, évidemment, globalement, de notre trajectoire. Ce qui veut dire que localement, on est libre de faire des choses. Mais globalement, on ne sait pas. Igor Grishka, vous êtes aussi critiqué par une partie de la communauté scientifique. Télétransportation, nous voici en juin 2020. J'ai pensé que je pouvais être utile dans cette crise parce que je crois que j'ai une expérience qui est extrême dans ce domaine-là. Et j'ai essayé de le faire à chaque fois comme je pouvais. Bon, il se trouve que dans ce conseil scientifique, j'étais un ovni. Donc, au bout d'un moment, ou un extraterrestre. Donc, il n'y avait pas de compatibilité génétique entre nous. Donc, c'était pas possible. Didier Raoult, dont on a beaucoup parlé dans les médias, est spécialiste des maladies infectieuses. Ce jour-là, il est entendu par les députés de la commission d'enquête consacrée au Covid-19. Je vous parle de lui parce que c'est un scientifique qui, comme vous, a été critiqué, a été décrié par une partie de la communauté scientifique, justement. Est-ce que vous comprenez qu'il a été critiqué? Mais bien sûr. En fait, la science, elle est faite d'une dialectique violente, c'est-à-dire d'oppositions qui sont parfois très radicales, parfois pas toujours très honnêtes. Mais bon, il faut accepter cela. La science progresse toujours par négation de ce qui l'a précédé. Je pense que Igor et moi, on a apporté quelque chose de neuf dans la compréhension de l'avant-Big Bang. On s'est posé tout à l'heure la question de savoir d'où vient ce déferlement d'énergie qu'on appelle le Big Bang. Nous avons des réponses. On les a apportées en premier dans nos thèses. Vous vous êtes fait déglinguer. Comme c'était très avant-gardiste, comme ce n'était pas dans la pensée dominante, eh bien, on a été effectivement... oui, j'aime bien le mot, déglinguer. Oui, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que Didier Raoult est avant-gardiste et avait les réponses avant tout le monde? Mais à chaque fois qu'on a la réponse un tout petit peu avant tout le monde, on est critiqué, voire rejeté par la communauté. Donc aujourd'hui, il est rejeté par la communauté, il est même rejeté sûr. par ses propres équipes. Est-ce que ça veut dire que peut-être que dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, on se dira « il avait raison » ? Oui, Est-ce que vous pensez qu'il a raison ? Je pense qu'il a raison et je soutiens bien évidemment. D'ailleurs, on a signé une pétition en ce sens. Nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable et supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent, nous pensons qu'il détient des réponses. Parce que les molécules dont il parle, ce sont des molécules qu'il a testées, il en connaît les effets et il les défend et il dit voilà, ce sont ces molécules-là qu'il faut utiliser. Pour les vaccins, par exemple, lorsqu'il dit écoutez, moi, je fais davantage confiance aux vaccins des générations qui vont suivre, en particulier de ceux qui seront basés sur les technologies, entre guillemets, qu'on connaît bien, qu'on a expérimentées à la faveur de toutes les vaccinations de la grippe banale. Quand il dit ça, il se fait tomber dessus par tout le monde, mais je pense qu'il a largement raison. Donc oui, en effet, il est en décalage par rapport à la doxa scientifique, mais ce décalage prouve, à mon avis, sera prouvé comme réel et il aura raison, on lui donnera raison dans quelques temps. Donc il est attaqué à tort aujourd'hui, selon vous? Je pense, oui, je pense. Et de façon... je dirais presque. Enfin, il y a quelque chose d'indécent. Il y a une volonté de détruire ces arguments. Il y a une volonté de ne plus le rendre crédible. Oui. Il y a une volonté de le décrédibiliser, tout simplement, alors que et ses connaissances, et son parcours, et ses prédictions sont incontestables de mon point de vue. Après, on raconte qu'il a aussi bidonné un petit peu les études qui ont été faites. Mais ça, je pense que c'est faux. Ça, c'est faux. Je pense que c'est totalement faux. Je crois qu'on déforme le résultat de ses propres travaux pour, de manière ad hoc, fonder des arguments qui lui seraient opposés. Comment il devrait réagir, selon vous ? Vous, ça vous est arrivé d'être décrié par une partie de la communauté scientifique, oui, tout à notamment. fait, oui, Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse ? Comment il devrait réagir par rapport à ça ?
rester dans la sérénité et dans l'indifférence. En fait, il ne faut pas entrer dans la polémique. Nous ne sommes jamais entrés dans la polémique avec les scientifiques. On les laisse dire ce qui les arrange ou ce qui les dérange, peu importe. Mais nous ne sommes pas du tout des candidats pour créer des rapports de force ou autres. Ça ne nous intéresse pas du tout. En fait, nous savons, et là je le dis vraiment avec beaucoup de sérénité, Déborah, vous avez parlé du cône de lumière, c'était admirable. Et en fait, nous plongeons évidemment dans cette connaissance du cône de lumière et surtout de l'ailleurs. Pour dire qu'effectivement, nos découvertes, nous les connaissons et nous savons pourquoi nous avons raison. Et nous affirmons que nous avons raison, mais nous l'affirmons à qui ? À nous-mêmes, à ceux qui veulent bien nous entendre. On vous boycotte quand même ? Oui, plus ou moins. Mais ce qui compte, au fond, c'est d'être lu par ses pairs dans un contexte qui est, lui, secret. Aujourd'hui, nous sommes recordman absolus sur ResearchGate, pour ce qui concerne le nombre de vues ou de lus sur nos articles scientifiques. Et ça permet de voir, oui, il y a une validité. En plus, on a des preuves expérimentales. Je ne vais pas aller trop loin vers ces preuves, mais elles existent aujourd'hui. Donc, elles nous donnent raison. Igor et Grishka Bogdanov sont avec nous pour l'émission Dans le Rétro. On va continuer notre voyage dans le temps dans un instant. Restez avec nous, je vous conseille, sur France Bleu. À tout de suite. Bon, je ne sais pas vraiment en quelle année on sera, mais on y va. Nous sommes à votre enterrement. Est-ce que vous avez déjà anticipé ce jour ? En fait, je dirais oui et non, mais de manière qui est très, on va dire, distancée par justement nos découvertes. Le mot est un peu fort, mais en tout cas, notre intuition scientifique de ce que représente l'au-delà de la vie. En fait, la mort n'est pas un arrêt, pas du tout. Il faut bien comprendre ça. Après cette disparition matérielle, il y a autre chose. Il y a l'information dont on a parlé tout à l'heure. L'information, c'est quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus complet, beaucoup plus complexe, mais complet que la matière. Il faut bien se rendre compte de ça. C'est pour ça que c'est une ouverture et pas une fermeture. Les êtres humains, lorsque la matière qui les compose s'arrête, eh bien, ils sont remplacés par autre chose, enfin en tout cas prolongés par autre chose qu'on appelle l'information, c'est-à-dire la totalité de ce qu'ils sont, mais d'une manière beaucoup plus amplifiée. Donc la matière, on dit quoi ? On dit que c'est le corps, par exemple ? Donc quand on meurt, le corps il pourrit en gros, mais l'information reste. L'information, ce serait quoi ? Ce serait l'âme, par exemple ? Oui, on peut dire ça comme ça. Quand vous glissez donc le disque DVD à l'intérieur de votre lecteur et vous appuyez sur Play, et à ce moment-là, vous voyez le film. Le film histoire, est là, il y a toute une histoire avec des personnages, une réalité. Vous êtes dans le monde de l'énergie parce que pendant 1h30, cette énergie va vous permettre de regarder le film. Et puis, lorsque vous appuyez sur Eject, vous récupérez votre disque DVD. Là, l'écran devient noir, mais toute l'histoire est dans votre DVD. Ouais. Ce n'est rien d'autre que de l'information. Il n'y a plus de temps réel là-dedans. Il n'y a que du temps imaginaire. Il n'y a que de l'information. Mais c'est pas pour ça que les héros du film ont disparu. Non, ils sont toujours sur le DVD, donc sur l'information. Il y a toujours l'information. Ouais. C'est exactement ce qui arrive au moment de la disparition du corps physique. Mais est-ce qu'on pourrait communiquer du coup avec l'information ? Enfin, est-ce que par exemple, nous qui sommes dans le temps réel, qui sommes vivants, est-ce qu'on pourrait communiquer avec les gens qui sont morts, qui ne sont plus de la matière, mais qui sont morts ? C'est clair ou pas ? Si on prend une image purement mathématique, le temps réel, vous prenez une droite, qu'on appelle d'ailleurs l'abscisse en mathématiques, et puis vous avez perpendiculaire à cette droite, vous avez donc l'ordonnée, c'est comme ça que ça s'appelle j'ai l'impression de retourner à l'école. Oui, les coordonnées cartésiennes. Ouais. Les coordonnées de Descartes, très intéressant ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs lui qui a donné... C'est important. C'est lui qui a donné aux nombres imaginaires leur nom, imaginaire. C'est quand même très beau. Je salue donc son génie. Mais ce qui se passe, vous avez votre droite horizontale et une verticale. Le vertical, c'est le temps imaginaire. Vous avez une intersection. Elle est petite et très difficile à trouver, mais elle existe. Avant de retourner en 2021, on va aller faire un tour maintenant en 2100.
Nous sommes de retour dans le Gers, dans le château de Saint-Lary où vous avez grandi. Vous êtes en train de discuter avec Louis, c'était le fantôme qui hantait déjà les lieux quand vous étiez plus jeune. Comment vous l'avez vu, entendu ce fantôme, puisque c'est vous qui en parlez? En 2100, on aurait combien? 151 ans? Ouais. En temps réel, je veux dire. Ouais. En fait, l'être humain est fait pour vivre beaucoup plus longtemps. Il faut bien le savoir. Et d'ailleurs, nous serons peut-être parmi les premiers à expérimenter cela grâce aux découvertes du professeur Lemaître. Mais il est clair que... Pourquoi vous seriez les premiers à découvrir ça? Parce que nous sommes proches On fait des tests d'un sur laboratoire, vous? proche d'un laboratoire qui aujourd'hui, comme Igor le disait tout à l'heure, travaille sur, non pas l'immortalité, mais en tout cas la très très longue vie, l'allongement de la vie d'organismes qui sont assez proches des nôtres finalement. Et vous êtes... On parle des souris. Eh bien, ce sera transposable aux êtres humains. Et nous sommes profondément immergés dans la connaissance de ces processus de demain, mais qui peuvent devenir des processus d'aujourd'hui. Vous parlez de ce laboratoire donc, qui forcément travaille sur ce sujet-là, de l'immortalité. Est-ce que, par exemple, vous faites des tests avec eux? Est-ce que... Non, malheureusement, on n'en est pas encore là, mais lorsque, Non, on n'est pas encore là. lorsque le moment sera venu, on le fera. Ouais, s'il y avait la possibilité On un le jour fera, de tester absolument, quelque oui, chose tout à fait. pour essayer de devenir éternel, vous le feriez? Pas éternel parce que Ouais. on ne peut pas viser Pour l'éternité. allonger la vie, Mais quoi. en tout cas, oui, réparer, entre guillemets, tous les dommages, tous les dysfonctionnements qui sont dus à l'âge, oui, ça oui. Est-ce que vous savez quelle est la durée de vie du requin du Groenland? Pas du tout. On a constaté qu'il dure 450 ans, déjà, Ouais. et qu'on pense que c'est une limite qui peut être franchie allègrement, qui peut être vers 500 ans, 600 ans. Voilà, ça c'est le requin du Groenland. Alors pourquoi aurait-il le privilège de vivre 450 ans ou 500 ans, alors que l'être humain, avec ses 100 ans, allez, c'est fini. Ouais. Non, donc là, il y a quelque chose que, en effet, des chercheurs comme le professeur Lemaître et d'autres, c'est une barrière, une limite qu'ils veulent reculer, et ils ont raison. Je vous ai interrompu, mais on va devoir arrêter là. Mais c'est pas possible. Bah si. Il faut On va recommencer. revenir. Merci Igor, merci Grishka. Merci à vous Merci. deux. Merci à vous. Merci à vous. L'écrivain Lovecraft disait « Il est bon que pour la paix du monde, certaines portes restent à jamais fermées. » Celle que nous avons ouverte aujourd'hui, en tout cas, risque de ne laisser personne indifférent. Dieu, la science, l'épreuve à l'aube d'une révolution. C'est un ouvrage riche, captivant, déconcertant et passionnant. Il est signé Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonassis qui rejoignent les études que mènent Igor et Grishka Bogdanov depuis des dizaines d'années. Merci à vous tous d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous samedi prochain dès 14h et à tout moment au podcast sur l'appli Radio France sur laquelle vous retrouvez tous nos invités. Passez un bon week-end, prenez soin de vous, salut.